16 avril 1945. Un matin ensoleillé de printemps en Allemagne. Si vous regardiez la route qui sortait de Weimar, vous verriez quelque chose d'étrange. Vous verriez un défilé, des centaines de personnes, des hommes en costumes coûteux et chapeaux fedora, des femmes en manteaux de fourrure, maquillées et perchées sur des talons hauts. Ils discutaient, ils souriaient, certains riaient même. On aurait dit qu'ils allaient à une garden party ou à l'opéra. C'était l'élite de Weimar, les riches, les instruits, l'aristocratie culturelle allemande. Mais ils n'allaient pas à une fête. Ils défilaient, sous la menace des armes, de part et d'autre, des soldats américains, le visage sombre, sale, les doigts sur la détente de leur aime garant, les encadraient. Les soldats ne souriaient pas. Il escortait ces braves citoyens jusqu'à une colline, l'Erzbur, à 8 kilomètres de là, vers un endroit dont ils affirmaient ne rien savoir, un lieu nommé Bonwald. Les citoyens se plaignaient en marchant. Pourquoi fait-on cela? C'est un scandale. Mes chaussures sont couvertes de poussière. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un coup de propagande. Ils pensaient que les Américains exagéraient. Ils se croyaient innocents. Mais le général George Spaton avait un avis différent. Il avait visité le camp 2 jours plus tôt. Il avait vu les fous crématoires. Il avait vu le zoo que les SS avaient construit pour se divertir pendant que les prisonniers mouraient de faim. Et il avait décidé que l'innocence de Weimar était un mensonge. Il voulait la briser. Il voulait prendre les personnes les plus raffinées d'Allemagne et les confronter à l'immondice de leur propre histoire. Ils disent qu'ils ne savaient pas. Très bien, emmenons-les faire le tour du pays. Voici l'histoire du défilé de la honte. C'est l'histoire de la façon dont la capitale culturelle de l'Allemagne est devenue la voisine de l'enfer et du moment où les Weimar, la ville des poètes et des mensonges, sourires ont été effacés à jamais des visages de elle. Élite allemande. Pour comprendre l'horreur de Buchenwald, il faut d'abord comprendre la beauté de Weimar. Weimar n'était pas une ville allemande comme les autres. C'était l'âme de l'Allemagne. C'était la ville de Goethe, la ville de Schiller, le berceau du mouvement Bauhaus. C'était une ville de bibliothèques, de théâtre et de parcs. Ses habitants étaient fiers d'être civilisés. Ils écoutaient Beethoven. Ils lisaient de la philosophie. Ils se croyaient le sommet de la culture européenne. Et pourtant, à seulement 8 kilomètres de là, au bout d'une route pittoresque, bordée d'arbres, se trouvait une usine de mort. Le camp de concentration de Buchenwald a été établi en 1937 pendant 8 ans. Cela s'est passé sous le nez de l'élite de Weimar. Les officiers SS vivaient dans de belles maisons en banlieue. Leurs femmes faisaient leurs emplettes dans les boutiques de Weimar. Ils allaient au même concert. La fumée du crématorium flottait au-dessus de la ville. Les cendres se déposaient sur leurs rebords de fenêtres. Et pourtant, à l'arrivée des Américains, les habitants de Weimar répétaient les mêmes mots. Nous, à Abonic, nous ne savions rien. Ils prétendaient que la fumée provenait d'une usine. Ils prétendaient que les hommes maigres travaillant sur le chemin de fer étaient des volontaires. Ils vivaient dans le déni. Mais le 11 avril 1945, la bulle éclata. La 3e armée américaine arriva. Lorsque les chars de Patton entrèrent dans la région, les SS s'enfuirent. Les prisonniers encore en vie prirent le contrôle du camp. Patton arriva quelques jours plus tard. Il avait déjà vu Ohrdruf. Il pensait être prêt. Il ne l'était pas. Buchenwald était immense. 20 000 prisonniers étaient encore là, des squelettes ambulants, des hommes qui pesaient 27 kilos, des enfants qui avaient oublié de sourire. Patton franchit les portes. Il vit le tas de corps dans la cour, des centaines empilés comme du bois de chauffage, nus, la peau jaune, les yeux ouverts. Patton, nous ne savions rien. Le grand déni était un homme dur. Il avait du sang et des tripes, mais cela le brisa. Il écrivit, dans son journal, « Je ne me suis jamais senti aussi mal. De toute ma vie, ce n'est pas la guerre, c'est de la folie. » Il regarda les civils allemands dans les champs voisins. Ils labouraient leur terre, ils étendaient leur linge. Ils ignoraient l'odeur de mort, si forte que les soldats américains vomissaient. Patton se tourna vers le commandant du camp. « Les habitants de cette ville sont-ils au courant ?» répondit le commandant. « Ils disent que non, général. » Le visage de Patton devint rouge. Il frappa sa cravache contre sa botte. « Il ment, dit-il, et je vais le prouver. » Patton appela le prévôt.
Il donna un ordre unique dans l'histoire de la guerre. Il ne voulait pas seulement le maire. Il voulait la crème de la crème. Il ordonna à ses policiers militaires d'aller à Weimar, trouver les plus riches, 10 Patton, trouver les professeurs, les avocats, les hommes d'affaires, les épouses des politiciens, rassemblés en 1000. Les policiers militaires entrèrent dans la ville. Ils frappèrent aux portes des grandes villas. Ils entrèrent dans les magasins. Ils dirent aux civils, « Vous allez vous promener. Mettez vos manteaux. Le général Patton vous invite à rendre visite à vos voisins. » Les Allemands étaient désorientés. Certains étaient indignés. « Je suis médecin, » cria un homme. « Vous ne pouvez pas me donner d'ordre. » Le policier militaire vient de pointer son fusil. En avant. C'était un spectacle étrange. Une colonne de 1000 civils bien habillés gravissant la colline. Les Américains les suivaient en jeep, pour s'assurer que personne ne s'échappe. L'ambiance était détendue parmi les Allemands. Ils discutaient. Certaines femmes se coiffaient. Ils prenaient cela comme un désagrément, un jeu américain idiot. Ils souriaient aux caméras. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait au sommet de la colline. La marche dura environ 2 heures. À mesure qu'ils approchaient du sommet de la colline d'Ettersberg, la conversation s'interrompit. Le vent tourna et l'odeur de la montée de la colline d'Ettersberg les frappa. Ce n'était pas seulement l'odeur de chair en décomposition, c'était l'odeur de la vieille. Mort, regret, lourd, gras. Ça collait au fond de la gorge. Les femmes cessèrent de sourire. Elles sortirent des mouchoirs. Elles parfumèrent leurs foulards. Elles essayèrent de se boucher le nez, mais les gendarmes militaires les poussèrent en avant. Continuaient d'avancer. Interdiction de s'arrêter. Ils atteignirent la porte principale, la fameuse porte de fer de Bonwald. L'inscription sur la porte disait « Yet Dina, à chacun son dû ». Une cruelle plaisanterie nazie. Les civils franchirent la porte et entrèrent en enfer. La première chose qu'ils virent fut les prisonniers. Des milliers d'entre eux. Ils se tenaient derrière des barbelés, silencieux, à observer. C'étaient les hommes dont les civils prétendaient qu'ils n'existaient pas. Ils fixaient les manteaux de fourrure et les costumes. Leurs yeux étaient morts. Ils ne criaient pas. Ils n'attaquaient pas. Ils se contentaient de fixer. Et ce regard était plus terrifiant que n'importe quelle arme. Les soldats américains formèrent un cordon. Ils conduisirent les civils vers le premier arrêt de la visite, le crématorium. Dans la cour du crématorium se trouvait une remorque. Elle était remplie de corps nus, émaciés. Leurs membres étaient enchevêtrés. Leurs bouches étaient ouvertes dans des cris silencieux. Les civils s'arrêtèrent. Leurs visages se décolorèrent. Une femme en manteau de fourrure porta la main à sa gauche. Elle se mit à trembler. Puis elle hurla point, elle s'est évanouie. Elle s'est effondrée dans la boue. Un policier militaire américain s'est avancé. Il ne l'a pas aidée à se relever. Il l'a poussée du coude. « Relève-toi, dit-il. Tu n'as encore rien vu. » C'est à ce moment que le mensonge du bon allemand s'est effondré. Les livres d'histoire édulcorent souvent ce détail. Pas nous. Si vous croyez que la vérité doit être dite, aussi laide soit-elle, abonnez-vous. Aidez-nous à préserver la mémoire de l'histoire. Maintenant, entrons dans la salle de torture. Les Américains ont forcé les civils à passer devant les corps. Ils les ont forcés à regarder. Si un homme détournait la tête, un soldat lui attrapait le menton et le lui retournait. « Regardez !» criait-il. « Regardez ce que vous avez fait. » Ils les ont conduits à l'intérieur d'un bâtiment. C'était le laboratoire d'anatomie pathologique. Les SS aimaient conserver les dossiers médicaux, mais ils conservaient aussi des souvenirs. Sur une table, exposés comme des objets dans une vitrine, se trouvaient les artefacts des SS. Il y avait 2 têtes réduites, des têtes de prisonniers polonais conservées. Il y avait des morceaux de peau humaine tatoués. L'épouse du paysan, Ilsak, la de Bonwald, aimait les tatouages. Elle ordonnait que les prisonniers aux tatouages intéressants soient entrés en enfer. La réaction des civils: tués afin de pouvoir fabriquer des abat-jours avec leur peau. Les civils fixaient la table. Les hommes en costume pleuraient ouvertement maintenant. Certains vomissaient dans un coin. Patton avait ordonné cette exposition. Il voulait qu'ils voient que ce n'était pas juste la guerre. C'était de la perversion. C'était le mal.
Un officier américain se tenait près de la table. Il parlait un allemand parfait. Vous dites que vous ne saviez pas? Ces objets ont été fabriqués ici, dans votre jardin, pendant que vous alliez au théâtre en buvant votre café. Les civils n'avaient pas de réponse. Leur déni avait été mis à nu. Ils étaient nus. Dans leur culpabilité, la visite continua. Ils virent le petit camp, la zone de quarantaine, où les prisonniers étaient laissés à mourir du typhus. L'odeur était si insupportable que même les soldats américains portaient des masques. Mais les civils n'avaient pas le droit au masque. Ils devaient respirer l'odeur. Un ancien prisonnier, un homme squelettique, s'approcha d'un banquier allemand bien habillé. Il le pointa du doigt d'un doigt tremblant. « Je me souviens de vous, » dit le prisonnier. « Je travaillais à la gare. Je vous ai vu. Vous m'avez vu. Vous avez détourné le regard. » Le banquier s'est effondré. Il est tombé à genoux. « Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Il sanglotait. Mais personne ne le croyait. Pas même lui. À la fin de la visite, les 1000 citoyens de Weimar étaient anéantis. Ils sortirent en silence. Personne ne bavardait. Personne ne souriait. Le maquillage des femmes était tiré par les larmes. Les costumes des hommes étaient poussiéreux. Ils redescendirent la colline, retournant à leur belle cité des poètes. Mais la ville ne leur paraîtrait plus jamais la même. Chaque fois qu'ils regarderaient la colline, ils verraient les corps. Quand Eisenhower entendit parler de la visite de Patton, il ne le réprimanda pas. Il étendit l'ordre. Il comprit que ce que Patton avait fait était essentiel. Il envoya un télégramme à Washington et à Londres. Envoyez-le. Pressé, ordonna-t-il point envoyer les députés. Envoyez les députés. Envoyez les rédacteurs en chef des journaux. Il voulait des témoins. Il a déclaré « Sic, ce que j'ai vu est indescriptible. J'ai fait cette visite, délibérément afin d'être en mesure de pouvoir témoigner de première main de ces choses si jamais, à l'avenir, on tendait à qualifier ces allégations de simple propagande. » Eisenhower savait que certains tenteraient de nier l'Holocauste. Il savait que 50 ans plus tard, on dirait que cela n'avait jamais eu lieu. Il a donc forcé les Allemands à être la table des horreurs, souvenir d'Ils Koch, les témoins contre eux-mêmes. L'impact de la visite forcée fut immédiat. Ce soir-là, de retour à Weimar, la honte était trop forte pour certains. Tout comme à Ohrdruf, la culpabilité a coûté des vies. Plusieurs citoyens éminents qui avaient participé à la visite se sont suicidés. Dans les jours qui ont suivi, ils ont réalisé que leur culture, leur éducation, leur civilisation n'avaient pas réussi à les empêcher de devenir des monstres. Ils ne pouvaient pas vivre avec le reflet de leur propre existence. Le miroir. On a informé Patton des suicides. Il ne s'en est pas réjoui, mais il n'a pas pleuré non plus. Il a simplement dit « Bien, peut-être que les autres en tireront des leçons. » La visite forcée de Buchenwald est un moment que l'histoire ne doit jamais oublier. Elle soulève une question que nous nous posons encore aujourd'hui. Que sait le citoyen lambda des crimes de son gouvernement? Ce ne sont pas les habitants de Weimar qui ont appuyé sur la gâchette. Ce ne sont pas eux qui ont ouvert le gaz, mais ils ont détourné le regard. Ils sont restés silencieux. Patton avait compris que le silence est une forme de complicité. Il avait compris qu'on ne peut pas se prétendre innocent simplement parce qu'on a fermé les yeux. Ce jour d'avril 1945, il les a forcés à ouvrir les yeux. Et, ce faisant, il a forcé le monde entier à ouvrir les yeux. Les citoyens de Weimar ont gravi cette colline avec arrogance. Ils en sont descendus comme des complices brisés, et le fantôme de Buchenwald les a suivis jusqu'à chez eux. L'excuse « nous ne savions pas » est encore utilisée aujourd'hui. Pensez-vous que les citoyens l'ignoraient-ils vraiment, ou mentaient-ils simplement pour se protéger? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous souhaitez voir comment les soldats américains se sont vengés des gardes SS à Dachau, la vidéo arrive bientôt. Cliquez sur abonnez-vous pour ne pas la manquer. Merci d'avoir regardé.